Elle s'appelle Johanna Bensoussan, elle est en Israël depuis 3 ans, longtemps spécialiste en droit fiscal, en tant qu'avocate. Elle travaille dans des gros cabinets en France. Lorsqu'elle a fait son alia, elle s'est dit, je vais continuer sur ma lancée. La vie fait que parfois les choses changent. Souvent, lorsqu'on fait son alia, c'est le cas. Donc restez avec nous pour découvrir son parcours. Ils ont relevé le défi de l'alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Johanna, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir. Donc, tu es en Israël depuis, on va se tutoyer, ce sera plus simple, tu es en Israël depuis 3 ans. Donc, on connaît bien ton mari qui est un habitué des studios, Michael, on le salue s'il nous écoute, voilà. Et par contre, toi, on ne te connaissait pas, donc tu as un parcours quand même qui force l'admiration parce que tu es arrivé ici avec 2 enfants en bas âge. Oui, j'avais notre petit garçon qui avait 3 ans, Noam, et Liora qui avait 1 mois et demi. Ça a pris juste le temps de faire son passeport. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas évident parce que tu t'es lancée forcément, puisque tu es avocate avec de l'expérience en France, dans les équivalences, sans réfléchir. En fait, on avait préparé notre alia. On avait décidé de faire notre alia plus d'1 an auparavant. Et moi, j'avais pu faire, en fait, avec l'AFJA en France, que j'avais beaucoup soutenu et aidé, l'Ulpan juridique. Et ça ne m'avait donc, l'AFJA, c'est l'association des jeunes avocats. Exactement, l'association qui prépare les avocats en France à passer les équivalences pour préparer l'ALIA. Et donc j'avais commencé comme ça à mettre un pas dedans pour préparer mes équivalences à distance. Donc Ulpan juridique en France déjà. Voilà, petit Ulpan juridique les dimanches matins, tranquillement. Et en fait, en arrivant, j'ai eu la chance de participer à l'Ulpan juridique du Misrad HaKlita à Bat Yam, qui était exceptionnel. Et j'ai pu passer mes équivalences 3 mois après notre arrivée. Donc ça force quand même l'admiration parce que j'imagine que ça devait être sportif malgré tout. C'était sportif, c'était beaucoup de travail, mais grâce à Dieu comme ça a marché et qu'on a pu avancer rapidement, alors c'était beaucoup de satisfaction aussi. Alors un petit truc pour ceux ou celles qui ont déjà de l'expérience en France, plus de 2 ans, je crois que c'est comme ça que ça fonctionne, vous pouvez passer directement au stage sans avoir validé les 9 matières exigées. Alors en fait, il y a 8 examens d'équivalence à passer quand vous arrivez et que vous êtes avocat. La différence, en fait, si vous avez plus de 2 ans d'expérience, c'est que vous pouvez avec seulement, je crois, 6 matières. Alors non, moins que ça. Moins que ça. À l'époque où j'ai passé, c'était 2 matières, dont la 9e, qui est celle d'hébreu juridique, commencer le stage plus tôt et passer les 7 au fur et à mesure par la suite. Mm-hmm. Et en fait, par contre, le problème, moi, dans mon cas, c'était que j'avais moins de 5 ans d'expérience et que du coup, je savais qu'après mes examens d'équivalence et mon année de stage, il faudrait passer le barreau, qui est là un examen beaucoup plus compliqué. Donc, tu t'es lancée dans les 6 premières matières, on va dire. Au départ, je suis partie pour tout faire et je me suis lancée dans mes 6 premières matières que j'ai réussi grâce à Dieu. Et donc, en mars, j'avais les résultats et j'ai eu la chance, dès le mois d'avril, de débuter dans un cabinet d'avocats purement israélien. Alors ça, c'est génial parce qu'en plus, tu connaissais pas forcément d'avocats israéliens, mais tu es bien sûr sur les réseaux sociaux assez présente, notamment sur le réseau professionnel LinkedIn, et tu t'es abonné, tu ne sais pas comment exactement, à une newsletter d'un avocat israélien. Oui, ça a été un vrai coup de chance, un vrai petit signe, qu'au moment en fait, où je me suis posé la question de savoir comment j'allais chercher mon stage, on me disait que c'était très compliqué à obtenir un stage en Israël. J'ai un avocat israélien qui s'appelle Doron Afik. Voilà, on le cite. Voilà, qui m'a envoyé une demande sur LinkedIn et qui a commencé à m'envoyer des newsletters avec des articles en anglais et en hébreu. Et donc, je l'ai contacté et avec mon hébreu qui était assez encore basique à l'époque, je lui motivais ma candidature et je lui ai demandé s'il voulait m'embaucher comme stagiaire. S'en est suivi en fait pas mal de tests. Il m'a fait rédiger des articles en anglais, en français. Il se demandait ce qui allait se passer parce qu'il n'avait jamais pris de stagiaire, je crois, c'est ça. Il n'avait jamais pris de stagiaire, mais il m'a fait confiance. Il y a eu vraiment un feeling. On a pensé que chacun pouvait apporter à l'autre. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment pas se dévaloriser quand on est au Lechadash parce qu'on a l'impression qu'on sert à rien. Mais au contraire, lui, il t'a vu vraiment comme quelqu'un qui pourrait améliorer le rendement de son cabinet et faire venir la clientèle française. Donc exactement. Franchement, c'est vrai que parfois on est au Lechadash, mais on a quand même l'expérience. On a beaucoup de background et on a la carte, la French Touch, comme on dit, la carte française à jouer. Alors, il y a plusieurs choses et c'est ce que j'explique. En fait, le métier d'avocat en France, il n'a rien à voir avec le métier d'avocat en Israël, dans le sens où, en France, la déontologie du métier d'avocat nous empêche de faire beaucoup de choses et nous empêche notamment de faire du marketing, la pub, et de démarcher, en fait, de la clientèle. C'est complètement interdit en France.
est autorisé dans une certaine mesure, bien sûr, toujours régi par la déontologie du métier d'avocat. Et en France, oui, c'est complètement interdit. Vous ne pouvez pas donner votre carte de visite d'avocat. Voilà, donc ici, c'est un gros changement parce qu'ici, on peut démarcher sans problème. Ici, on peut. Et exactement ce que tu as dit est totalement vrai. J'entends souvent en fait des avocats en France qui me disent « Mais pourquoi venir ? Il y a tellement d'avocats. » Mais non, parce que nous, avocats francophones, on a quelque chose que les avocats israéliens n'ont pas. On a une spécialisation qu'ils n'ont pas forcément. On a la langue, on a plusieurs langues. Et c'est quelque chose qui est très recherché. On a la mentalité. Exactement. Et quand on a un francophone qui se retrouve dans la panade pour quelque raison que ce soit et qui a besoin d'un avocat, il est vraiment, au-delà de la langue, rassuré d'avoir affaire à quelqu'un qui le comprend et qui comprend sa culture. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti en travaillant dans ce cabinet avocat, au-delà du fait que ça a été le meilleur ulpan possible pour moi d'avoir des collègues qui me reprenaient toute la journée sur mes petites taoyotes d'hébreu. Ok, alors ça c'était, on va dire, la première phase. À la fin du stage, il se trouve que dans votre vie personnelle, vous avez eu un gros changement puisqu'on a posé un diagnostic sur votre fille qui nécessitait votre présence. On a posé un diagnostic de spectre de l'autisme. Donc c'était pas encore très clair pour vous. C'était, j'imagine, la douche froide. Vous ne attendiez pas du tout à ça. Et vous avez compris qu'il fallait être présente pour l'aider parce que il fallait tout faire, quoi. Tout administrativement, psychologiquement, il y a beaucoup de choses à faire. Alors en fait, c'est plusieurs choses. À la fin de mon stage, déjà, mon stage s'est terminé le jour où j'ai accouché. Oui, parce qu'en Israël, on travaille jusqu'au dernier jour. J'ai été enceinte la quasi-totalité de mon stage. Et ça ne posait aucun problème? Non, en fait, j'appréhendais beaucoup. Je me rappelle le jour où j'ai annoncé à mon boss que j'étais enceinte et que voilà. Et en fait, il m'a fait un câlin et il m'a dit Mazel Tov, je suis tellement heureux pour toi. Et là, je me suis dit vraiment, Ragbe Israël, c'est juste incroyable. Mais tout ça pourquoi ? Parce que je savais que jusqu'au dernier jour j'allais travailler, je travaillais avec cœur et au contraire j'en ai fait encore plus pour lui montrer que voilà, rien n'avait changé. Grâce à Dieu, quand on a une grossesse qui se passe bien, alors on peut travailler jusqu'à la fin. Bien sûr. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et donc en effet, un mois avant la fin de mon stage, on a aperçu que ma fille avait un retard de développement. Et donc on a commencé à se renseigner et je pense qu'on en parlera plus longuement. On fera ça nécessite, je pense, une autre émission parce que c'est vrai que ce sera pour tous ceux ou celles qui sont comme vous avec des enfants avec des problèmes, on va dire, des retards de développement, etc. Ça nécessite vraiment de faire le point parce que quand on est francophone, au Lechadash, qu'on débarque ici, on ne sait pas comment ça marche, c'est vraiment pas simple. De toute façon, même si c'est un parcours qui est semé d'embûches, c'est un vrai cadeau du ciel. C'est ce qu'on peut dire avec un peu de recul. C'est dur à dire, mais c'est ce qui nous a permis de changer et d'évoluer à mon mari et à moi dans notre vie, dans nos vies respectives. Complètement, parce que c'est vrai que vous êtes une battante, vous n'avez jamais imaginé votre vie sans travailler. Non. Et donc, vous avez dû chercher au fond de vous d'autres ressources, trouver d'autres idées pour vous adapter et continuer à jouer votre rôle de mère comme vous l'entendiez et de travailler. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Alors, depuis quelques mois, en fait, au départ, j'ai voulu passer mon barreau quand même pour finir le cursus. Et je me suis rendu compte que c'était pas d'actualité parce que mon quotidien de maman d'enfant en bas âge ne me permettait pas de travailler autant d'heures. Autant, c'est au moins 15 heures par jour quand on passe le barreau. Oui, au moins, je pense. Ouais. Parce que je reste avec un niveau d'hébreu qui est très courant à l'oral, mais où la lecture me prend encore du temps. Donc il m'aurait fallu quand même énormément de temps. Donc j'ai commencé et puis je me suis dit c'est pas d'actualité et puis le travail me manquait véritablement. Donc j'ai réfléchi à ce que je faisais et ce que je savais faire. J'ai hésité entre deux voies. La voie de m'occuper des enfants particuliers en suivant la formation Feinstein, ce qui me trotte toujours dans la tête et que je pense ferait à un moment donné. Ouais. Et une autre voie beaucoup plus professionnelle avec des adultes, là cette fois-ci. Et c'est celle que j'ai choisie. Dans votre domaine ? Dans mon domaine. Ouais. Donc en fait, j'ai monté une boîte qui s'appelle Esplumia, qui est une boîte de rédaction de contenu pour le web, de traduction et de community management. Alors qu'est-ce que c'est la rédaction de contenu ? C'est vrai que c'est pas très connu. La rédaction de contenu, en fait, c'est tout ce qui vous permet d'être visible sur la toile. On utilise des outils tels que le référencement naturel, les mots-clés, et on écrit des contenus pour vos sites web qui, s'ils ne sont pas approvisionnés en contenu, ne sont pas visibles dans les moteurs de recherche.
On écrit des newsletters, on écrit des animations pour les pages Facebook, Instagram. Et tout ça, en fait, c'est un vrai outil marketing pour vous qui vous lancez ou qui êtes déjà installés. Ouais. Évidemment, j'ai une petite prédilection pour le domaine juridique. Bien sûr, parce que je viens de là. Je pense qu'il y aura beaucoup de boulot aussi là-dedans. Donc que ce soit pour aider les cabinets d'avocats francophones à se développer sur la toile, à trouver la clientèle adaptée, donc via les réseaux sociaux, notamment via WhatsApp, etc., LinkedIn, que ce soit en aidant, en faisant des traductions juridiques en partenariat avec des cabinets d'avocats. Ouais, vous êtes créé un job en fait. En gros, on peut dire ça. Tu t'es créé un job. Ouais. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, parce que quand on a préparé l'émission, tu m'as aussi parlé de Sandrine Dray, une personnalité, une avocate qu'on a eu le plaisir de recevoir. On la salue d'ailleurs si elle nous regarde. Elle nous avait présenté son projet. Il sera droit pour aider notamment les Olim Khadachim. Et tu vas faire des permanences peut-être avec elle. Oui, c'est un projet auquel j'aimerais beaucoup participer, dont on a parlé, qui devrait commencer après les fêtes. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une communauté francophone qui commence à émerger. Voilà. Alors, je ne sais pas si on en est un peu l'instrument, on l'espère en tout cas, mais les gens, grâce aux émissions, se connaissent aussi. Moi, j'ai mis un pied dans la permanence juridique un peu sans m'en rendre compte, parce que j'étais proche de Nicole Koskas quand je suis arrivée, qui m'a aidée. Nicole Koskas, Céline Benamou et Stéphane qui m'ont beaucoup aidée. Les projectoriums de Tel Aviv. Exactement. On les salue aussi. Et grâce à eux, en fait, et via le cabinet, on a pu faire des conférences pour aider le Olim Khadachim sur des thèmes tels que les droits des locataires. Il y avait une nouvelle loi qui venait passer, on en a discuté, on a fait une conférence. On a eu vraiment du monde, on a eu plus de 30 personnes à certaines conférences. On a fait aussi des conférences avec Business France, avec la French Tech. Il y avait Leslie, à l'époque, qui était en poste, qui nous avait aidé à mettre ça en place sur la propriété intellectuelle. On avait reçu d'autres avocats aussi qui nous avaient aidés. L'idée, c'était donc vraiment... toutes ces choses que vous avez fait, toutes ces petites actions que vous avez faites, ou grandes actions d'ailleurs, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin d'information. Il y a un besoin, c'est évident. C'est évident, et les gens viennent quand on leur propose de l'information. Les Olim Khadachim sont intéressés et viennent. Donc il faut, je pense, continuer dans cette voie et avancer dans cette voie. Bon, en tout cas, nous, on vous souhaite bonne chose pour la suite. On vous dit bravo d'avoir su rebondir. On espère que ce sera fructueux pour vous, que ce sera aussi satisfaisant, parce que c'est important aussi. Bonne chance. Merci. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup, Cathy, de m'avoir reçue. De rien. Ciao. À bientôt. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.